Quelle est la définition de l'acceptation? Je me souviens de la question du professeur Téchi en classe, sa langue étroite s'étendant de sa bouche verte pour nettoyer ses globes oculaires, un comportement qu'il montrait plus souvent que la plupart des siens. En tant qu'aspirant xénobiologiste, j'ai reconnu que cela indiquait son inconfort en présence de nombreux étudiants. Cela n'était pas surprenant, étant donné que son espèce était principalement composée d'individus solitaires. Cependant, ce qui le rendait vraiment remarquable était sa compréhension profonde des autres espèces. Son enquête était distincte de la sienne, suscitant une question qui a catalysé de nombreuses carrières, car elle provenait d'une espèce connue sous le nom d'Homo sapiens sapiens, ou, comme il se désignait communément, les humains. Aucune réponse ne suivit sa question, bien que beaucoup d'entre nous, équipés de griffes, de tentacules et d'ongles, parcouraient rapidement le texte numérique à la recherche du terme. La résonance de sa question s'estompa contre les murs, ce qui contribuait encore à son unicité. Contrairement à la majorité des professeurs de l'université, il donnait des cours en présentiel, insistant sur une interaction sociale rapprochée. Pour des raisons qui échappaient à notre compréhension, cela améliorait inexplicablement nos performances académiques, et peu à peu, son approche commença à se répandre parmi d'autres éducateurs. Quelle est la signification de la famille? Posa-t-il comme question suivante, incitant notre exploration frénétique à s'intensifier. Mon voisin, un chélan au toucher caoutchouteux, a aidé avec son doigt glissant en entrant le nouveau terme dans la barre de recherche. Une main se leva devant la mienne, et la réponse émergea d'une des espèces de nains minuscules, une race à veine enveloppée dents. Avec des plumes épineuses, il ne dépassait pas ma genou. Il s'appelait Chopu, et il excellait au-dessus de moi. Ma frustration s'intensifia alors qu'il me surpassait, mais elle fut atténuée lorsque le professeur secoua la tête, indiquant que bien que ce fût une définition, ce n'était pas celle que j'avais en tête. Notre assistant pédagogique, le professeur Sext, lécha chacun de ses 5 yeux en succession rapide. J'étais conscient de son mépris pour ceux qui le corrigeaient, mais je reconnaissais également que la définition qu'il cherchait n'était pas contenue dans ce livre. Par conséquent, j'ai levé mon bras couvert de fourrure et ouvert ma mâchoire allongée, ma langue remuant. En parlant, j'ai essayé de garder ma queue immobile en m'adressant au professeur. Je lui ai demandé, il n'y a pas d'autre signification dans le livre, pourriez-vous élucider votre interprétation? Tout au long de ma vie, je n'avais jamais entendu le son qu'il produisit ensuite. Il est devenu évident qu'il imitait une espèce que nous n'avions pas observée de près. Cela marqua le début de l'événement, il activa un bouton caché, et une créature étrange apparut à l'écran. Simultanément, il émit un son WHWH qui ne pouvait pas être inné chez lui. Affiché à l'écran se trouvait une espèce bipède ornée de fourrures sur leurs formes arrondies. Cette espèce possède une petite tête, des lèvres minces et seulement 2 bras. C'est de cette espèce que vous tirez des réponses à vos questions. Maîtriser la compréhension de cette espèce permettra de comprendre toutes les autres. Au cours de mes 150 cycles d'instruction et de recherche, je n'en ai rencontré aucun autre semblable. Ils forment des liens profonds avec des objets inanimés, des personnages fictifs, des nourrissons inconnus et des étrangers, semblables à un vasancuraptor avec ses propres œufs. Nous avons exprimé notre étonnement par des halètements, des pépiments, des déglutitions, des rots et des cliquetis, chacun unique à nos espèces respectives. Cela peut sembler invraisemblable, mais c'est la réalité. Est la seule espèce capable de localiser des connexions familiales et d'établir des communautés parmi toutes les espèces, ou du moins celles observées. Il domestique les prédateurs et forme des liens même avec des espèces qui pourraient autrement les chasser. Si un individu est rejeté par ses géniteurs, il peut chercher des soignants alternatifs ou des substituts pour ce rôle. Bien qu'il existe des espèces plus fortes, plus intelligentes, plus rapides et plus longues, aucune n'affiche une plus grande passion. Ils se reproduisent toute l'année et forment perpétuellement de nouveaux groupes sociaux. Les humains possèdent la capacité de croissance et de transformation, si l'on parvient à établir un lien avec eux, ils feront preuve d'une loyauté indéfectible.
Aucune espèce n'incarne autant de contradictions que Homo sapiens. Ils éprouvent un amour et une haine profonds, et leur rire résonne profondément. Ils incarnent à la fois la cupidité et la générosité. Malgré leur nature apparemment fragile, ces contradictions les rendent prédateurs suprêmes de leur planète. De plus, aucune armada envahissante n'ose entrer dans un système où une colonie humaine a forgé des alliances avec d'autres, marquant un triomphe significatif. L'espèce 47 592 a été incitée par un signal de détresse de ma espèce pendant mon enfance. Une réponse instinctive d'un vaisseau spatial humain a conduit à sa destruction lors d'une mission suicide qui a neutralisé les envahisseurs. Le professeur hésita devant la question rhétorique, car elle semblait illogique, aucune espèce connue n'agirait de cette manière. Bien qu'il ait entendu parler de cette victoire, le vaisseau particulier restait une simple note de bas de page, et les humains n'étaient même pas mentionnés. Un faible murmure de profond scepticisme circulait parmi le public. Je vous assure, c'est vrai, j'étais présent lors des événements qui ont conduit à la paix qui a suivi. L'autotermination d'une autre espèce était sans précédent, et les Enti en étaient perplexes. J'étais sur la station pendant que les négociations spontanées avaient lieu et que l'examen des humains commençait par les deux factions. Reconnaissant la nécessité d'acquérir davantage de connaissances, j'ai consacré ma vie à leur étude. J'ai passé un siècle de leurs années au sein d'une seule communauté humaine, et en une décennie, j'ai obtenu l'acceptation. Peu après, je suis devenu un voisin, puis un frère, et finalement un oncle. J'ai observé leur génération alors qu'ils grandissaient, vieillissaient et finissaient par périr, et à ma grande surprise, j'ai moi-même ressenti cette douleur. Pour comprendre les profondeurs de l'humanité, il faut les reconnaître en nous-mêmes, c'est ainsi que j'en suis arrivé à ce point. C'est pourquoi il a tendu son doigt tremblant vers nous dans nos sièges, nous incitant à nous asseoir avec une attention accrue. Vous êtes rassemblés les uns parmi les autres, vous représentez tous une espèce à longue vie, avec des espérances de vie atteignant jusqu'à 300 ans. Vous consacrerez les 50 prochaines années à une étude approfondie des humains, en vous intégrant dans leur communauté et en apprenant à les connaître. À travers vos interactions avec eux et vos réflexions sur vous-même, vous parviendrez à comprendre l'essence de la famille de manière sans précédent, et vous diffuserez cette compréhension à travers vos mondes d'origine respectifs. À partir de ce moment-là, l'avenir reste incertain, cependant, je crois qu'il conduira à une galaxie plus harmonieuse. Je ne peux pas déterminer la raison de ma conviction en sa justesse, peut-être était-ce dû à sa vaste réputation ou au fait qu'il sélectionnait méticuleusement chacun de ses élèves. Sa foi indéfectible en nous lui inspirait une plus grande confiance, mais quelle qu'en soit la raison, je me sentais de plus en plus assuré. Plus désireux d'étudier que jamais auparavant, je contemplais la signification des 50 prochaines années. Je réfléchissais à ce que je ne savais pas encore, mais que je comprendrais sans aucun doute d'ici la fin de ma 50e année. La réponse à ma question révélerait que ce furent les meilleures années de ma vie. Cependant, je m'égare, je devrais d'abord présenter mon espèce. Je suis une damisa, une espèce poilue caractérisée par 4 oreilles droites et légèrement triangulaires de chaque côté de ma tête, et des queues qui s'étendent aussi longues qu'un bras humain. Nos jambes sont courbées et fixes au niveau du genou, et bien que nous possédions 2 bras, nous possédons la capacité de verrouiller nos articulations du coude, ce qui nous permet de courir à la fois sur 4 pattes et sur 2 jambes. Nos bouches sont allongées et équipées d'une rangée de dents acérées. Bien que la couleur de notre fourrure varie, la mienne est un mélange de rouge roux et de noir. Pour être franc, je serais assez embarrassé de découvrir que je ressemble à leur chien. Cette journée s'est révélée bénéfique, malgré l'inconfort initial. Quelques-uns parmi nous ont choisi de ne pas entreprendre le voyage, une décision que je crois qu'ils regretteront pour le reste de leur vie, car le secteur humain était considérablement éloigné. Voyager pendant des mois, même sur le vaisseau le plus rapide, a persisté jusqu'à ce que les humains développent la technique innovante de la potion de pulpe, qui doublait la vitesse grâce à la recombinaison des électrons. Cependant, cela relève du département d'astrophysique.
Mon objectif était uniquement d'acquérir des connaissances, et le professeur a validé sa position estimée en nous transmettant une pléthore d'informations dans les jours précédant notre voyage. Il nous a dotés d'aperçus sur le divertissement humain, la mythologie, la musique, la religion et les conventions sociales pertinentes à notre destination. C'est pendant cette période que j'ai d'abord reconnu la capacité de l'Homo sapiens sapiens à évoquer la terreur est perplexe, ce n'est pas seulement leur fascination pour la peur, car des genres entiers de divertissement perpétuent un état de tension psychologique. Ce phénomène à lui seul a poussé 2 étudiants supplémentaires à se retirer. Alors que toutes les autres espèces connues évitent instinctivement la peur, les humains affrontent l'abîme. J'ai trouvé intriguant que ce qui me perturbait était l'étendue à laquelle les humains conceptualisent les menaces dieux, démons, événements naturels cataclysmiques et êtres extraterrestres avec une technologie qui transcende la réalité était une nécessité pour eux. Le défi apparemment insurmontable ne posait aucune menace, tout le reste n'était qu'un simple mini-cycle galactique standard. Dans tous leurs films glaçants et leurs séries télévisées, le récit dépeignait un voyage vers le triomphe humain. Certains y voyaient de l'autosatisfaction, mais notre instructeur l'a formulé différemment. Les humains se sont aventurés dans l'abîme en une fraction du temps qu'il a fallu à mon espèce pour rassembler le courage de le faire. Les humains se définissent par leur détermination à surmonter tous les obstacles, poussant sans relâche leurs limites pour établir de nouveaux seuils pour les générations suivantes. Surmonter le sacrifice pour un ami, sacrifier pour un idéal, un humain peut renoncer à sa vie pour un nourrisson, tandis que beaucoup jugeraient leur progéniture jetable et se contenteraient de se reproduire. Ils peuvent mourir en paix s'ils croient que leur mort a contribué à un avenir meilleur. Leurs récits transmettent une perception de potentiel illimité. Enfant, tout en absorbant les récits des humains arrivant avec des canons tirés sous le prétexte d'assistance, j'ai moi aussi fini par adopter cette croyance. Il a fallu un temps considérable pour découvrir une traduction pour hippie. Cependant, les télécommunications ont continué à transmettre jusqu'à l'instant où leur vaisseau a heurté nos assaillants. J'ai vécu un phénomène sans précédent. Lorsque des êtres sensibles périssaient, ils le faisaient accompagnés de musique et de chants de mort. Ces entités évoquent à la fois la crainte et l'espoir. Comme vous le constaterez, j'ai approfondi leurs médias au cours de ce long voyage, en particulier les films de pirates, où même les pirates les plus méprisables faisaient preuve de courage face à la mort, ainsi que de nombreux films de guerre. Des individus sacrifiant leur vie pour des causes, même celles jugées impossibles à gagner, et des romances où cette connexion intrigante et fervente était évidente. Je dois avouer que je trouvais étrange comment ils formaient des attaches avec des animaux de compagnie prédateurs, mais il était indéniable que c'était la réalité que j'observais lorsque leurs compagnons canins étaient nourris et traités comme des bébés. Peu de gens contemplent la nature profonde des liens, et pourtant, j'étais maintenant confronté à cela directement. 2 mois plus tard, nous avons rencontré les premières patrouilles humaines, leur vaisseau était nettement plus grand que les nôtres. Auparavant, j'avais découvert que les humains transportaient des communautés miniatures dans l'espace, y compris leurs familles, partenaires et même des personnes âgées généralement laissées derrière. Ce concept semblait étrange, mais en rencontrant un visage humain pour la première fois, je l'ai trouvé encore plus inhabituel. Les traits étaient plats, avec des nez minuscules situés au centre. L'humain conversant avec mon professeur à l'écran possédait une fourrure noire dense entourant sa bouche et des yeux enfoncés qui semblaient petits en comparaison des miens. Après avoir échangé des politesses et des identifications, nous avons été autorisés à accoster. Notre professeur a ensuite sélectionné 3 d'entre nous pour l'accompagner à bord du vaisseau humain, offrant l'opportunité d'explorer un fragment de la société miniature que les humains avaient établi avant notre arrivée sur leur monde d'origine, où nos familles d'accueil nous attendaient. Le vaisseau sur lequel nous avons accosté était de nature militaire, équipé de canons énormes comparables en taille à des bâtiments entiers, illustrant la philosophie de conception humaine qui privilégie les explosions significatives. Cependant, en raison de la taille considérable de ces navires, lorsque nous
En traversant les tubes d'embarquement, nous avons rencontré un petit véhicule à lévitation attendant notre arrivée. Ce moment a souligné ma deuxième rencontre avec la philosophie de conception humaine. Il n'existe aucune limite à la vitesse, seulement l'étendue à laquelle elle peut être accélérée. Il n'est pas surprenant qu'ils aient conçu la méthode de transport qui a finalement transcendé la limite de vitesse en sous-espace qui avait perplexé les scientifiques pendant des siècles. Attachez-vous et préparez-vous à l'impact. Une petite humaine, probablement en raison des informations que nous avions reçues concernant la tonalité de sa voix, nous a informé que la retenue était un harnais à 4 points. Une barre transversale à l'avant était destinée à être saisie si la situation devenait écrasante. Soudain, ma langue fut arrachée de ma bouche, et le vaisseau se transforma en un flou. Jamais auparavant je n'avais ressenti une telle exaltation mêlée à une peur profonde. L'air fouettait mon visage, ébouriffant mon pelage, tandis que ma queue remuait joyeusement sous mon siège. Je discernais ce qui semblait être un sourire sur le visage de la femme. Nos compagnons émirent des sons de détresse, des écailles chitineuses furent perdues, et mon colocataire, Stinksack, s'activa brièvement, provoquant une déviation inattendue du véhicule flottant, suivi par l'humain. Émit un son que j'ai ensuite discerné comme étant un rire alors qu'elle manœuvrait de manière erratique et que nous nous sommes retrouvés inversés au plafond. Vous ne pourriez pas comprendre la difficulté que j'ai rencontrée pour trouver une traduction appropriée du terme « nous », qu'elle criait sans cesse alors que nous spiralisions à travers le couloir désert. Nous avons fait un arrêt brutal qui résonna dans mes os, et mon professeur finit par articuler quelque chose que je reconnaissais comme essentiel pour se présenter à de nouvelles personnes. Allons-nous chercher une bière? J'ai compris grâce aux vidéos que le sourire de la femme humaine rendait le reste de notre voyage prometteur, mais alors que mes compagnons expulsaient leurs orifices sur le sol en essayant de se dégager, malheureusement, ils ont négligé les événements suivants. Pour découvrir ce qui s'est passé ensuite, vous devez rester patient. Je n'avais jamais ressenti d'instabilité dans mes jambes avant ce moment. Mon associé visque manquait de jambes et ne possédait pas une forme solidement constante, il pouvait se solidifier temporairement. En cette occasion, lorsqu'il est sorti de l'hélicoptère, au moment où son extérieur durci est redevenu gélatineux, il a tremblé comme s'il venait de subir un tremblement de terre. Je me suis légèrement balancé, et à ma grande surprise, la petite humaine s'est rapidement approchée de moi, plaçant sa main sur mon bras. Sa peau douce se pressa contre moi aussi délicatement qu'une plume en chute, et elle m'offrit une version légèrement atténuée de son sourire précédent, me demandant si j'allais bien. Elle a exprimé des remords de ne pas avoir pris en compte comment l'un d'entre nous pourrait faire face à la vitesse. Les excuses, ai-je constaté, sont une coutume inhabituelle chez les humains, servant d'expression de regret pour une offense perçue ou une détresse émotionnelle. De manière intrigante, je découvrirai plus tard qu'il possède une non-excuse qui se fait passer pour une excuse, ce qui peut sembler étrange. Cette nuance allait bientôt s'avérer significative alors que je naviguais dans la société humaine après ma rencontre avec ma famille d'accueil. Cependant, à ce moment-là, je trouvais simplement son toucher agréable, j'ignorais la chaleur des corps humains. Je lui ai assuré que j'allais bien et lui ai demandé de ne pas s'inquiéter. Je me suis rappelé les réponses appropriées de ses vidéos, et elle a réagi instantanément avec un large sourire. La langue de mon professeur a brièvement effleuré son globe oculaire, et j'ai compris que j'avais géré la situation avec habileté. Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de mes amis et de nous procurer des boissons pour tout le monde. Elle sortit une petite carte en plastique, spécifiquement du conte des bonnes relations de The Fleet, et fit un clin d'œil, un geste que je reconnus comme étant soit ludique, soit trompeur. Incertain de ce que je vivais, j'ai choisi de hocher la tête en silence. Allez, m'encouragea-t-elle en s'approchant des doubles portes qui glissaient dans le mur. En entrant, j'ai immédiatement été submergé par une cacophonie de voix, certaines ressemblant à la sienne en tonalité, tandis que d'autres étaient nettement plus profondes. J'avais auparavant cru que les humains étaient clairement catégorisés en hommes et femmes évidents, mais cette expérience a remis en question cette notion. Les informations fournies étaient incomplètes, elles abordaient les extrêmes mais négligeaient le spectre complet.
Certains humains semblaient presque sans genre, indiscernables les uns des autres, certains accentuant cette ambiguïté. La pièce était immense, en contraste frappant avec la préférence de notre espèce pour les espaces confinés avec une présence minimale. Cet espace s'étendait sur plusieurs centaines de pas dans toutes les directions, meublé de tables et de bars rappelant les représentations cinématographiques. Mes collègues, que je supposais être des camarades étudiants, restèrent silencieux, mais je les incitai rapidement en disant « Avancez ». Elle répondit positivement à cette invitation et continua d'avancer. Elle exécuta une brève foulée sautillante, curieusement, elle ne nous tourna pas le dos mais présenta son dos à ses semblables et engagea la conversation avec nous comme si nous étions des connaissances de longue date. Nous possédons un large éventail d'articles ici, mais selon les données transmises par votre vaisseau, le bourbon et la bière conviennent à tous. Vous pouvez passer votre commande de cargaison sur l'écran, ce qui vous permettra de consommer des boissons tout en travaillant. Est-il essentiel de boire ? Demanda mon camarade semi-perméable et fluide d'un ton pétillant qui imitait la parole humaine. En effet, dans l'un de nos anciens empires, la Perse, il y avait une pratique où les désaccords étaient d'abord abordés sobrement, suivis d'un second tour de débat sous l'influence de l'alcool. Ils n'acceptaient un argument que s'il était cohérent dans les deux états. L'alcool influence considérablement le comportement social au sein de notre espèce, il diminue les inhibitions, renforce l'honnêteté et favorise l'ouverture à l'amitié. Elle exprima une légère grimace, reconnaissant que pour certaines personnes, cela peut les transformer en caractères désagréables. Tant que vous évitez cela, c'est acceptable. Au moment où elle prononça cela, son dos heurta un tube doré qui s'étendait le long du périmètre du bar, derrière lequel se dressait un mur substantiel d'humanité. Contrairement à la plupart des siens, il avait la tête rasée et était légèrement en surpoids par rapport aux autres, mais ses yeux étaient aigus et prédateurs, rappelant ceux d'un chasseur. « Et Marc, sers quelques bourbons pour mes nouveaux amis, dit-il. Je contemplais cela. Je reconnaissais que les humains pouvaient tisser des liens rapidement et comprenaient la connotation du terme « ami », mais je n'avais pas anticipé ce développement. L'humain, qu'elle appelait Marc, se retourna rapidement et versa un liquide ambré foncé de plusieurs bouteilles transparentes dans des verres transparents, qu'il glissa ensuite vers nous alors que nous nous tenions de chaque côté de lui. « Un toast, déclara-t-elle en levant son verre. Avant que nous puissions boire, mon collègue a demandé: n'est-ce pas du pain grillé que vous avez cuit 2 fois? Marc et le nouvel humain ont tous 2 ri. Il est amusant. Je suis Lisa, au fait, continua-t-elle, et oui, mais aussi non, car c'est une pratique coutumière que nous observons avant de boire. C'est une tradition sur notre navire de faire un vœu pour quelque chose de positif lorsque nous rencontrons d'autres voyageurs. Nous levons un verre et portons un toast pour souhaiter de bons voyages à ceux que nous rencontrons. Lisa a affiché son large sourire caractéristique, a bu son verre d'un trait, a claqué des lèvres et a glissé sa carte sur le bar. J'arrive, Marc. Nous devons démontrer comment les humains s'engagent dans cela. Cette expérience m'a appris 2 leçons supplémentaires. D'abord, la nature de la compétitivité humaine, tir par tir, jusqu'à ce que ma compagne semi-perméable soit. Je me suis retrouvée à m'évanouir de manière embarrassante aux pieds de mon professeur, sa langue pendante sur le bar comme une flaque. J'ai ensuite découvert la remarquable tolérance humaine à l'alcool, ainsi que la capacité unique du foie dédié uniquement à le métaboliser. Je me souviens avoir eu beaucoup de plaisir, bien que les détails soient flous. Il est important de noter que ce n'était pas ma dernière rencontre avec Homo sapiens sapiens et l'alcool, ce n'était que ma première et la plus douloureuse expérience, en particulier en ce qui concerne les conséquences. Les événements futurs dépendent de votre lecture continue de ce modeste manuscrit. Pour l'heure, il suffit de reconnaître que je me suis réveillée avec un sévère mal de tête, mon professeur articulant de manière incohérente avec une langue léthargique. Un compagnon avait partiellement perdu son chitine en raison d'une ivresse excessive, tandis que notre collègue onctueux nécessitait une demi-journée supplémentaire pour se remettre d'un état d'incapacité totale, rendu incapable de parler.
Néanmoins, nous nous sommes retrouvés dans une seule pièce, chacun équipé d'un petit panier en osier et d'une bouteille de cette substance délicieuse, accompagnée d'une note cordiale d'un ami que je ne rencontrerai jamais plus, Lisa, qui avait composé un bref rouleau nécessitant des heures pour être déchiffré. À ce jour, je soupçonne qu'elle était ivre lorsqu'elle l'a écrit, mais cela contenait un toast pour des voyages en toute sécurité avec les prochaines personnes que l'on rencontre et qui ont un long chemin à parcourir. Meilleurs vœux, Lisa. Bien que ma bouche ne permît pas un sourire, la chaleur de ces sentiments bienveillants résonna en moi, tout comme le souvenir de ce premier contact humain. Une telle ouverture et hospitalité sont sans pareil dans mon expérience, ni avant ni depuis, du moins nulle part ailleurs. Aujourd'hui, je reconnais qu'elle était en effet remarquable, même parmi ses pairs, tout le monde ne possède pas de telles qualités. Cependant, son authenticité n'était pas rare. Pour saisir l'importance de cela, je dois souligner un autre point, la diplomatie humaine est sans pareille. La plupart des individus sont exceptionnellement doués pour discerner les besoins, les peurs et les aspirations des autres, se positionnant comme la solution à ces préoccupations. La diplomatie humaine a évolué pour devenir le canal par lequel les espèces ont interagi. Pour parvenir à la paix, comprendre les autres est sans doute la plus grande force des humains. Leur nature intrinsèquement sociale les positionne comme des arbitres du choix pour diverses races. J'ai compris cela à travers l'expérience humaine ordinaire, les individus bienveillants se soucient vraiment des autres, traitant même les étrangers comme des êtres importants, malgré la probabilité de ne jamais les revoir après avoir offert leur aide. Ce phénomène particulier a renforcé ma croyance dans le récit de mon professeur sur la mission d'autodétermination que les humains avaient entreprise uniquement pour sauver un avant-poste. Je n'ai jamais revu Lisa après que la cargaison ait été chargée sur notre vaisseau, et nous avons été escortés par le vaisseau sur lequel nous avions récemment voyagé. Les étoiles infinies dans le vide instillaient la peur chez beaucoup, conduisant la plupart des races à n'avoir que peu de volontaires pour traverser le cosmos, les vaisseaux distants étaient la norme. Cependant, les humains semblaient embrasser le voyage spatial comme s'ils y étaient intrinsèquement adaptés. Certains prétendaient que leur race avait évolué sur Terre à partir de matériaux provenant de l'espace ou de Mars, qui avaient été propulsés vers leur planète. La Terre a été percutée depuis l'orbite, bien que les détails restent incertains. Quoi qu'il en soit, ceux qui se livrent à la musique dans l'immense obscurité chantent leur propre perte. Lorsque l'alarme retentit, signalant la présence de pirates, il devint évident pourquoi aucun être rationnel ne voudrait s'associer à l'humanité. Les Enti, ayant désarmé une grande partie de leur armée dans la période post-guerre, ont vu une faction de leurs rangs s'emparer de navires et fuir, se transformant en pillards, petits seigneurs de guerre et pirates dans des zones dépourvues de patrouilles. Il y en avait peu, mais la plupart n'ont pas survécu. Si c'était le cas, c'était probablement grâce à leur dissimulation. Notre vaisseau semblait trop séduisant, ce qui n'est pas surprenant, car les navires éducatifs étaient peuplés d'élites qui pouvaient être capturés et échangés contre des biens et des ressources considérables. Peut-être était-ce la raison de leur attaque, malgré le fait qu'ils savaient qu'ils se trouvaient sur le territoire humain. Le vaisseau tremblait plus violemment que moi en descendant de cette voiture flottante, et la cacophonie des alarmes, des phéromones, des cris et des grincements résonnait dans toutes les directions. J'ai cherché du réconfort auprès de mon professeur, et à ma grande surprise, il était sans même se lécher les yeux, nous sommes dans l'espace humain. Attends juste, dit-il en pointant la fenêtre où une flotte d'une douzaine de vaisseaux émergeait du vide. Ils étaient verts, avec de larges ailes ornées d'une rangée de canons. Leurs rayons pulsants assaillaient nos boucliers, faisant trembler le navire violemment. Ce n'est que grâce à l'extraordinaire sang-froid de mon professeur que j'ai pu garder mon calme et ne pas céder à la peur. Ils nous ont fourni des boissons, de la nourriture et des fournitures, nous assurant de notre sécurité. Nous allons bien, dit-il pour rassurer ceux qui avaient des doutes. Quant à moi, je contemplais si Lisa serait à bord du navire qu'il s'attendait à voir arriver pour notre assistance, une notion qui était en soi étonnante. Pourquoi occupait-elle mes pensées?
Je n'avais jamais considéré quelqu'un d'aucune espèce aussi rapidement auparavant. Ces individus sont captivants. À travers le dispositif de télécommunication est apparu un son que mon professeur avait assuré se matérialiserait, la musique spatiale humaine. À l'époque, j'ignorais son titre, mais je le reconnais maintenant comme la chevauchée des Valkyries. Des voix humaines résonnaient à travers chaque canal. Je me suis précipité vers la fenêtre aussi vite que mes jambes chancelantes et ma forte gueule de bois me le permettaient. Cela me permettrait de presser mes yeux contre la fenêtre pour être témoin de première main que personne ne s'engageait dans un conflit comme celui-ci, même pas dans mon monde natal. Le vaisseau humain émergea du nuage de gaz violet où il avait été dissimulé, et bien qu'il fût solitaire, il commença à tirer de ses nombreux canons, provoquant des explosions qui résonnèrent autour des pirates Zenti. Ne vous inquiétez pas, poursuivez votre voyage, nous nous occuperons de ces affaires. Bon voyage, j'ai reconnu la voix de l'humain à la fourrure sombre, assertive, et comme je le comprendrai plus tard, fière. Les humains possédaient une qualité intrigante. L'éthique, rarement rencontrée en dehors du domaine des artisans, se caractérise par une profonde fierté dans leur but et leur profession perçue. Qu'il s'agisse d'un concierge ou d'un amiral, ils maintiennent l'excellence dans leurs métiers respectifs comme l'une des vertus suprêmes, qui pour les amiraux englobe le courage. J'ai observé la confrontation entre le vaisseau humain et les pirates alors qu'ils se désengageaient pour affronter les autorités, témoignant de l'incapacitation progressive des pillards, leurs navires dérivants, en flammes dans le vide spatial, chacun d'eux désactivé, fragmenté ou anéanti en d'innombrables minuscules fragments. Si petits qu'ils semblaient n'avoir jamais existé, ils disparurent bientôt de la vue, les rendant invisibles. Ils représentent une catégorie rare de prédateurs, une espèce de chasseurs actifs qui ne développent presque jamais de civilisation, contrairement aux habitants principalement sédentaires des autres mondes. Les humains ont évolué pour épuiser leur proie par une poursuite implacable, ce qui en fait la seule espèce connue de la galaxie capable de courir continuellement jour et nuit. Le record établi pour un humain est celui de quelqu'un qui a couru pendant plus de 3 jours et nuits consécutifs sans interruption. Avant de s'effondrer, mon professeur a transmis l'information avec la désinvolture d'annoncer l'heure, en impartissant une profonde conscience de la nature périlleuse de la course si elle devait être incitée. Il me semblait étrange de me rappeler Lisa et Mike, qui paraissaient si amicaux et dépourvus de menaces, ne possédant même pas de griffes ou de dents acérées. Pourtant, l'audace téméraire de ce vaisseau solitaire, capable de confronter une douzaine d'adversaires sans trembler et d'en sortir victorieux, me glaça le sang, une sensation apparemment partagée par l'humanité lorsqu'elle est confrontée à la peur. Je me demandais parfois si des durées de vie réduites contribuaient à leur apparente vitalité. Ils possèdent un proverbe disant qu'une bougie brûlant 2 fois plus brillamment dure 2 fois moins longtemps. Si cela est vrai, cela explique pourquoi leur espèce a une durée de vie nettement plus courte par rapport à beaucoup d'autres. Si je pouvais vivre autant qu'eux, j'échangerais volontiers ma durée de vie avec la leur. Alors que vous lisez ceci, vous êtes sans doute conscient que nous avons survécu à la brève rencontre avec les pirates. Cependant, avant de poursuivre ce récit, je tiens à souligner que notre navire n'était pas complètement désarmé, nous aurions pu combattre aux côtés du vaisseau humain, cependant, notre capitaine a choisi d'abandonner nos sauveteurs. Cette décision était éminemment pragmatique, et j'ai enquêté sur les circonstances qui l'entouraient. Il n'a fait face à aucune réprimande, et je n'ai rencontré aucune critique à son égard pour ce choix. Même moi, alors que nous nous enfoncions davantage dans le territoire humain, je n'ai pas envisagé ses actions, ni même pensé à le critiquer. Je suis sûr que vous êtes d'accord, mais considérez le contraste entre les actions du capitaine du vaisseau humain et les nôtres. La propension humaine au combat et au sacrifice dépasse de loin leur instinct de survie inné, ils poursuivent activement le conflit tandis que nous nous retirons. Quelle approche favorise un empire ? Considérez qui vous préféreriez pour protéger votre vaisseau pendant le voyage. Vous pouvez percevoir les humains comme irrationnels, pourtant leur folie perçue, si tant est qu'il s'agisse de folie, possède son propre but et mérite. Maintenant,
procédons à la comptabilité. Au fil des jours, notre professeur a commencé à partager des anecdotes supplémentaires de son temps sur Terre, englobant des coutumes humaines telles que les anniversaires, les chants de boissons, les sports et les expériences d'enfance. Dans son éducation, il semblait assumer le rôle de grand-père pour 2 enfants humains, observant leur maturation et leur procréation subséquente, juste avant son départ de la planète lorsque son temps désigné était écoulé. Tout au long de ses récits, mon instructeur n'a jamais dirigé sa langue vers ses globes oculaires, il semblait converser davantage avec lui-même qu'avec nous. Il connaissait les noms de chaque membre de la famille, de leurs voisins et les dates de leur décès. Cher lecteur, je suppose qu'il est inutile de souligner à quel point cela est rare pour quiconque. Néanmoins, il a entrepris cela pour les membres d'une espèce différente. Plus je découvrais, plus je devenais intrigué, alors que les jours se succédaient, remplis de nouvelles perspectives historiques et culturelles, ainsi que de connaissances sur les processus psychologiques humains. J'ai appris sur la timidité. Curieusement, certains humains trouvent la nudité être angoissante, voire honteuse. Ils proviennent d'un monde périlleux où l'acte de respirer détériore progressivement leurs poumons avec le temps. Cet environnement est rempli de calamités naturelles, et leur soleil représente une menace mortelle pour eux. Par conséquent, ils fabriquent des vêtements pour se cacher et se protéger. Leur corps s'habitue tellement à certaines conditions que l'absence de ces conditions semble étrange. Par conséquent, le résultat est une espèce qui montre une timidité corporelle tout en possédant la capacité de résister à des adversités considérables. Le corps humain est singulier, il contient suffisamment de muscles pour exercer une force équivalente à 17 tonnes, mais cela n'est réalisable que si tous les muscles se contractent à l'unisson, ce qui n'est pas faisable. Leurs membres semblent délicats et susceptibles de se blesser en raison de l'absence d'armure naturelle. Cependant, ils produisent une substance chimique dans leur cerveau qui induit un état de frénésie sanguinaire, leur permettant d'ignorer la douleur jusqu'à ce qu'ils soient complètement exsangues. Ils peuvent s'engager dans un combat jusqu'à épuiser leur ferveur meurtrière s'ils sont provoqués de manière inappropriée. Les récits historiques décrivent des individus connus sous le nom de berserkers, qui, après avoir perdu un bras, le récupéraient et l'utilisaient comme une arme, matraquant les autres à mort. Cette représentation peut les rendre monstrueux, ce qui correspond à leur représentation dans les médias d'horreur. Souvenez-vous de mon affirmation selon laquelle tout ce qui est moins qu'impossible est perçu comme banal et insignifiant. Cependant, ce n'était pas cet aspect qui captivait mon professeur. Ces récits captivèrent entièrement mon attention jusqu'à ce que nous observions une minuscule particule de poussière illuminée par un rayon de soleil, qui se transforma en une petite bille bleue, un monde apparemment insignifiant au milieu d'un univers grouillant de trillions de galaxies, de milliards de systèmes solaires et d'innombrables planètes. Pourtant, c'était destiné à être notre demeure. J'ai enregistré ce moment alors que je m'approchais de la planète Terre, sans ressentir de nostalgie pour ma propre maison. Cependant, du coin de l'œil, j'ai remarqué mon professeur habituellement réservé appuyer sa main contre la vitre. S'il tentait d'approcher ce domaine progressivement, même d'une fraction de seconde plus rapidement, cela semblait négligeable à ma perception, néanmoins, c'était une avancée perceptible. Je pouvais sentir le scepticisme parmi mes camarades, qui à peine l'ont reconnu, mais je ressentais l'exaltation de l'expérience à venir. Le monde devant nous s'étendait progressivement, et la voix transmise par le télécom nous a instruits de nous préparer à l'entrée, indiquant un amarrage dans un instant. Nous nous sommes précipités vers nos harnais de sécurité, nous nous sommes sécurisés, et nous avons attendu la cessation des vibrations alors que notre vaisseau descendait. Le soleil jaune vibrant s'est transformé en un simple point plutôt qu'en une entité menaçante. J'ai observé la végétation abondante, un contraste frappant avec la flore noire et bleue à laquelle j'étais habitué. Cependant, ce n'était que le début des expériences inattendues qui nous attendaient en débarquant de notre navire.